Est-ce que l'islamophobie serait une nouvelle théologie sociale de la substitution? C'est un peu la question que je m'étais posée, puisque des ouvrages parus en 2015 et 2016, donc celui de Edoui Plenel pour les musulmans, également un ouvrage collectif qui s'alarmait d'un possible retour des années 30, mais également un ouvrage d'Ilan Halevi sur la judéophobie et l'antisémitisme. Ces ouvrages-là tentent à montrer que la figure du musulman harassé et persécuté se serait substituée à celle du juif dans l'imaginaire français, voire européen, voire mondial. Alors, ils partent tous du postulat selon lequel la France souffrirait d'une véritable haltérophobie, une haine de l'autre, et se réfèrent également aux travaux de Vincent Gesser et Raphaël Liogier, donc pour ce qui concerne l'haltérophobie, la haine de l'autre, ou la religiophobie, donc la haine des religions. Donc ce crime d'haltérophobie ou de religiophobie réactiverait les années 30 et sur le fond, ces essais ne sont pas très novateurs parce qu'ils expriment sous une forme plus radicale les thèses développées dans deux parutions qui ont été très médiatisées. D'une part, Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman, entre guillemets, des sociologues Ajat et Mohamed, et Nos mal-aimés du journaliste Claude Escolovitch. Pour les musulmans, Edoui Plenel appelle à s'opposer de toute urgence aux passions xénophobes. Alors, on constatera régulièrement qu'il y a toujours cette sorte de confusion entre racisme, xénophobie et ce que l'on appelle l'islamophobie. Donc, confusion qui était là dès les débuts, comme je vous l'expliquais, puisque dès le départ, le concept d'islamophobie est arrivé. Enfin, Tariq Ramadan a investi l'antiracisme pour y poser le concept d'islamophobie comme un racisme nouveau, donc un racisme anti-musulman. Donc s'il existe un problème musulman, entre guillemets, cette assertion-là n'a jamais été évoquée que par les tenants du concept de l'islamophobie, et non pas par des gens qui seraient anti-musulmans. Donc en référence à la question juive et aux problèmes juifs. Et c'est là où on va commencer à comprendre que ce qu'on appelle racisme anti-musulman ou islamophobie, à partir du moment où on considère que l'islamophobie est un racisme, on a considéré ça dans les années 2000, et bien 10 ans, 15 ans plus tard, on considère que l'islamophobie est un antisémitisme, voire est le nouvel antisémitisme. Donc, si les juifs... excusez-moi. J'ai montré aussi... dans de nombreux articles de presse depuis 2 ans, après avoir publié l'essai, que la théorie du bouc émissaire, qui attribue la même cause irrationnelle à une foule d'événements distincts, ne fonctionne pas pour ce que l'on appelle l'islamophobie. Ce que l'on nomme islamophobie n'est donc en rien analogue à la persécution anti-juive. Et il suffit d'analyser les chiffres, comme je l'ai fait sur 10 ans de statistiques du CCIF pour le comprendre, mais également d'analyser non seulement les chiffres, mais les faits et le langage. Donc c'est ce que j'essaie de faire actuellement, et c'est le thème d'un prochain ouvrage, donc c'est ce que je vous présente ce soir. Voilà. Donc, les Juifs ont été accusés de tous les maux, donc peuple déicide dans l'anti-judaïsme chrétien, empoisonneur de puits, provoquant la peste et le choléra, donc facteur de maladie, provoquant le déclin des nations, provoquant la guerre d'Hitler notamment, provoquant les crises économiques, voire les révolutions. Donc accusé de tous les maux, et peut-être même aujourd'hui, dans certains discours, quand on entend parler de quelque chose de libéral-libertaire, on peut aussi s'interroger sur une accusation anti-juive sous-jacente. C'est aussi quelque chose que je commence à creuser. Or, bon, très clairement, accuse-t-on aujourd'hui, et je vais m'en tenir à la France, nos compatriotes musulmans, eh bien, de nous empoisonner, de répandre des maladies, d'être à l'origine d'un déclin de la nation, de provoquer des crises économiques? Eh bien, non, pas à ma connaissance, même dans des groupuscules d'extrême droite qui sont très anti-musulmans, comme Riposte laïque, qui fera l'objet d'une petite présentation en fin de cette conférence. Ce que j'ai pu constater en revanche, c'est qu'il y a un mimétisme, à la base déjà un mimétisme organisationnel, c'est-à-dire que le collectif contre l'islamophobie en France, donc CCIF,
C'est calqué sur le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, par exemple, pour ce qui concerne les statistiques sur l'antisémitisme. Le CRIF a créé au lendemain des attentats de la rue Copernic en 1980 le service de protection de la communauté juive, SPCJ, qui travaille avec le ministère de l'Intérieur sur les statistiques de l'antisémitisme et qui se revendique comme apolitique. Le CRIF se revendique apolitique et prétend travailler avec le ministère de l'Intérieur, ce qui n'est pas le cas. C'est bien l'Observatoire de l'islamophobie, en lien avec le CFCM, qui s'occupe de ces statistiques et non pas le CCIF, contrairement à ce qu'il s'emploie à faire croire. Et puis le CCIF organise aussi des dîners de gala, donc un peu à la manière du CRIF, en tentant d'y faire venir des politiques, donc une porte-parole du Parti socialiste qui était rendue, je crois, en 2015, 2014, je ne sais plus. Et pour appuyer la thèse de l'islamophobie comme racisme, le CCIF prétend donc aujourd'hui combattre l'antisémitisme. C'est assez récent dans sa rhétorique. Je pense que c'est un vœu pieux, puisque concrètement, on ne voit pas le CCIF combattre l'antisémitisme, relever des plaintes en antisémitisme ou dénoncer les actes antisémites. C'est très récent et c'est peut-être dans le grand mouvement aussi impulsé par l'UOIF en 2015 également, qui s'est fendu d'un communiqué de presse en disant qu'il fallait combattre l'antisémitisme, chose tout à fait nouvelle aussi à l'UOIF. Mais l'antisémitisme n'a jamais été la préoccupation du CCIF. Cela dit, peut-être que ces déclarations ont été rendues un peu obligatoires en termes de discours officiel suite à ce qui s'est passé à l'Hypercacher en 2015. C'est une hypothèse que j'aimais, puisque leur discours n'était pas du tout celui-là auparavant. Donc, combattre l'antisémitisme au titre qu'il serait quasiment une islamophobie. En fait, c'est ça, puisque lorsqu'ils prétendent que ce soit l'UEF ou le CCIF combattre l'antisémitisme, en réalité, c'est d'islamophobie qu'ils nous parlent. Donc, il faut bien garder ça à l'esprit, puisque dans les faits, ils ne s'intéressent absolument pas à l'antisémitisme. Il y a aussi un mimétisme d'appellation, puisque à l'extrême gauche, en marge du mouvement des indigènes de la République, très impliqué aussi dans ce combat-là depuis les années 2005, a été fondée la coordination contre le racisme et l'islamophobie. Et là, on voit bien que c'est en miroir de probablement la LICRA, qui est contre le racisme et l'antisémitisme, donc fondée en 2008. Donc voilà, on trouve des organisations similaires, des actions similaires, un vocable similaire. Une des grandes figures aussi de la revendication de l'antisémitisme comme une islamophobie et en même temps comme une islamophobie qui serait mieux traitée que l'islamophobie réelle, c'est la théorie du deux poids, deux mesures. Cette théorie est d'ailleurs fantasmée, donc, comme on l'a montré dans l'essai Islamophobie, la contre-enquête, mais elle est là pour justifier cette militance. Et puis, cette théorie véhicule, peut-être sans le vouloir, des préjugés antisémites, puisque les Juifs seraient de nouveau tout-puissants, ce qui fait que l'État français leur donnerait quittance de beaucoup d'influence, et ils bénéficieraient de privilèges du fait qu'ils ont subi la Shoah. D'où l'idée du deux poids, deux mesures, et c'est quelque chose qu'on retrouvera dans cette mouvance rouge-brune dont je parlerai plus tard. Quelques exemples récents sur un mimétisme linguistique. Après les tueries de novembre 2015, par exemple, le CCIF a mené une campagne inlassable contre les lois sécuritaires, et particulièrement les perquisitions, dont il n'est pas question ici de discuter l'utilité ou non. Donc son porte-parole de l'époque, qui était Yasser Louati, est allé jusqu'à déclarer sur la chaîne Al Jazeera que des millions de musulmans avaient été humiliés en France à l'occasion. Le thème de l'humiliation est très souvent repris. Or, on sait quelles humiliations réelles les Juifs ont pu vivre, pour ceux qui se réfèrent à cette période, afin d'effectuer une comparaison absolument inique. En août 2016, en pleine affaire du Burkini, au sujet d'une femme entourée de policiers sur une plage, un tweet a enregistré plus de 500 retweets. Le tweet disait « Ni pardon, ni oubli, jamais ». On est vraiment là dans un mimétisme total. Un autre tweet, « France 2016, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas ». Et puis, ce 8 octobre, réagissant à un tweet de Stop Djihadisme, Yasser Louati, de nouveau cet ex-porte-parole du CCIF et qui est militant contre l'islamophobie, écrivait « La délation vous tente, vous regrettez les années 40 ». Point d'interrogation.
J'en viens maintenant à la naissance de ce parallélisme et je choisis de conserver le terme antisémitisme dans son inscription historique qui désigne la haine non confessionnelle mais bien raciale des Juifs, quand d'autres auteurs, notamment Taguieff, lui préfèrent le terme de judéophobie, puisque l'antisémitisme contemporain ne se prévaut plus de la vulgate raciste arien versus sémite. Alors, Pierre-André Taguieff a publié en 2003 la nouvelle Judéophobie, justement, expliquant pour quelles raisons il choisissait, il faisait ce choix sémantique. Et le sociologue Vincent Gesser, chercheur au CNRS, a publié en écho la nouvelle Islamophobie. Et c'est vraiment en réponse à Taguieff, puisque jusqu'alors, le terme était resté relativement circonscrit dans des cercles militants ou académiques. Et le postulat central de Gesser est faux, c'est-à-dire que selon lui, suite aux attentats de septembre 2001, le monde aurait connu une vague islamophobe sans précédent qu'il aurait fallu dénoncer. Alors ça, c'est quelque chose qu'on lit souvent sous la plume des militants de l'islamophobie, mais pourtant les sondages à grande échelle du Pew Research Center ont montré l'inverse. C'est-à-dire que paradoxalement, les attentats de 2001 ont plutôt produit une vague de sympathie à l'égard des musulmans et non pas des violences anti-musulmanes. Après Gesser, c'est le journaliste Thomas Deltombe qui, 2 ans plus tard, publie un ouvrage qui se voulait exhaustif, mais qui n'était pas très rigoureux. Celui de Gesser était plus d'ailleurs un pamphlet, mais il l'a dit lui-même, qu'un ouvrage très scientifique. Donc l'islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France, sur l'image de l'islam et des musulmans dans les médias français, pour démontrer que ces derniers auraient véhiculé des préjugés négatifs et auraient toujours et partout cherché à salir l'image de l'islam et des musulmans. Dans Islamophobie, la contre-enquête, j'ai pu montrer que c'était faux, que les médias français n'étaient pas spécifiquement anti-musulmans, même si on pouvait leur reprocher, mais on peut leur reprocher sur bien des sujets, d'être tout à fait excessifs, voire insignifiants. Les 2 sociologues ensuite de l'EHESS, Mohamed et Hadjat, qui ont donc écrit Comment les élites françaises fabriquent le entre guillemets, problème musulman. C'est un ouvrage que je ne juge pas plus sérieux non plus, puisqu'il s'agit d'un réquisitoire, avec une défense sous-jacente du CCIF, dont ils sont apparemment très proches, avec qui ils militent beaucoup sur les réseaux sociaux. En 2015, donc, Plenel écrit pour les musulmans et manifeste cette inquiétude d'un renouvellement des années 30. C'est un livre qui se lit plutôt bien et dont on peut tout à fait comprendre, la morosité, je dirais, même si je ne suis pas d'accord ni avec son postulat ni avec ses conclusions. Mais c'est un livre qui m'a paru plus sincère, en tout cas, que les ouvrages précédents que je citais. Et puis enfin, en 2015, Ilan Halevi a publié Islamophobie et judéophobie aux éditions Sileps, dans lequel il développe l'idée que l'islamophobie est un racisme. Et il appuie étrangement son raisonnement sur le racisme anti-arabe qui existe et sur sa conception du sionisme. En fait, lui, il règle plutôt ses comptes avec le sionisme plutôt que de présenter quelque chose qui serait articulé à cet égard. Alors, Taguieff, en 2003, au sujet de l'antisémitisme, ce qu'il appelle la judéophobie, parce que moi, je continue à appeler l'antisémitisme, dans ses formes contemporaines, utilise certains mots qui sont repris in extenso par les sociologues et les militants de l'islamophobie. Donc, on trouvera très souvent sous leur plume la dénonciation des amalgames, la dénonciation de la diabolisation, le terme de banalisation. On y entendra parler de suspect, de stigmatisation, de rumeurs, de légendes, d'ennemis invisibles, menteurs, cachés. Le discours, là aussi, est mimétique. Les catégories explicatives de l'antisémitisme moderne couvrant les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels, eh bien, ces champs existent tout naturellement chez les spécialistes de l'islamophobie à la française. C'est ainsi que les 2 sociologues, Hadjat et Mohamed, ont posé l'évidence. En résumé, les discours antisémites et islamophobes ont plusieurs points communs. Et là, ils parlent de l'essentialisation, de la déshumanisation, des théories conspirationnistes, des fantasmes, de l'État dans l'État.
et de menaces intérieures et extérieures. Sur les réseaux sociaux, tout cela se produit également évidemment sur les réseaux sociaux. On peut régulièrement observer l'emploi de termes tels que rafle, persécution et sous-citoyenneté, c'est-à-dire des faits vécus par les Juifs pendant la période noire et que vivraient aujourd'hui les musulmans en France. Alors, un des arguments développés par ces gens qui estiment que l'islamophobie d'aujourd'hui et l'antisémitisme correspond à l'antisémitisme d'hier concerne le fait que juifs et musulmans seraient des sémites. Alors, on arrête ça tout de suite parce que le sémitisme n'existe pas. C'est-à-dire que d'un point de vue anthropologique, le sémitisme n'existe pas. D'un point de vue ethnologique, le sémitisme n'existe pas. Donc ni arabes ni juifs ne seraient des sémites. C'est une catégorie fictive, en fait, tirée de la généalogie biblique. Et on utilise scientifiquement ce terme qu'en philologie, c'est-à-dire que les linguistes au XIXe siècle ont découvert les langues qu'ils ont qualifiées de sémitiques, c'est-à-dire l'araméen, l'hébreu et l'arabe. Insistons aussi sur le fait que le concept d'antisémitisme a été forgé dans un contexte européen pour désigner la haine des juifs exclusivement, sans pour le moins du monde s'adresser aux Arabes ni aux musulmans à l'époque, qui étaient relativement absents de l'imaginaire collectif. Ensuite, la génération même des termes. Le terme d'antisémitisme a été forgé par Wilhelm Marr, un journaliste antisémite allemand, pour promouvoir la haine des Juifs, dans le but de porter préjudice aux Juifs. Le terme d'islamophobie, lui, a été propagé par des militants fréristes, des militants autour de la galaxie des frères musulmans, pour promouvoir une supposée haine tournée contre l'islam et les musulmans, et pour les défendre. Donc la création même des deux termes n'a pas grand-chose à voir. Dans un cas, le terme est créé par les ennemis des Juifs, dans l'autre, par des pseudo, en tout cas amis, se prétendent-ils, des musulmans. Et si le terme est parfois considéré équivoque, son contenu est pourtant bien clair. L'antisémitisme désigne et désignera dans cette conférence toujours exclusivement la haine des Juifs. Et on sait que la haine des Juifs s'est exercée sans distinction de leur origine, ni de leur établissement géographique, ni de leur degré de pratique religieuse ou absence de pratique religieuse. Il se trouve que dans les discours de haine visant les Juifs, ces derniers sont également toujours présentés comme des agresseurs. Il faut bien garder ça à l'esprit, comme des personnes qui persécutent les autres, tandis que dans le discours des tenants de l'islamophobie, les musulmans sont toujours présentés comme des victimes. Donc ce stéréotype antisémite est un outil de manipulation, puisque lorsqu'on dépeint les Juifs comme des personnes dangereuses, malveillantes, malfaisantes, on a toutes les raisons de les agresser. Donc, dans le discours de ceux qui prétendent lutter contre l'islamophobie, les musulmans ou l'islam sont toujours présentés comme des victimes, et curieusement du sionisme ou des juifs. La militante du Parti des indigènes de la République, Ouria Boutelja, qui a publié cette année, l'an passé, dans cette année, Les Blancs, les Juifs et nous, assure même que les Juifs sont l'instrument des non-Juifs blancs pour opprimer les Palestiniens. Donc que les Juifs oppriment directement ou qu'ils oppriment indirectement, ils sont toujours des oppresseurs, persécuteurs. Alors, l'islamophobie est-elle un racisme ? Alors, le racisme part d'une volonté de catégoriser les êtres humains en sous-espèces, déterminées par des caractéristiques physiques, psychiques et culturelles immuables, dont certaines seraient inférieures à d'autres. La référence raciale, on le sait, fait donc intervenir l'idée d'une altérité qui serait inscrite dans les gènes. Alors, l'antisémitisme est un racisme, mais je dirais un racisme total qui s'est toujours nourri de plusieurs aspects, c'est-à-dire les caractères physiques et psychiques de ceux que l'on reconnaissait comme étant juifs, mais également leur culture et leur religion. Bon, la destruction antisémite n'a jamais fait obstacle, en revanche, de la religion de ses victimes. Et puis, l'antisémitisme s'est toujours nourri de contradictions. Les juifs nomades, les juifs cosmopolites, les juifs trop ancrés dans la nation, les juifs trop ancrés dans la vie française, les juifs capitalistes, les juifs bolcheviques, anticapitalistes, les juifs répandus pour détruire les nations, les juifs
auto-ségrégés en Israël pour également détruire les nations, parce qu'on verra que les figures antisémites sont toujours actuelles et qu'elles sont paradoxalement beaucoup portées par toute une mouvance militante qui défend le concept d'islamophobie comme un antisémitisme. Moi, il y a une question aussi que je suis en train de creuser là-dessus. Je vais juste l'évoquer un tout petit peu. C'est le racisme anti-juif, l'antisémitisme a cette particularité, je pense, de vouloir désigner le même en soi. C'est-à-dire que pour les antisémites, le juif est l'autre, mais il n'est pas seulement l'autre, il est aussi le même en moi. Et c'est pour cette raison qu'il fallait que je le reconnaisse. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont dû porter l'étoile jaune. C'est pour cette raison qu'a eu lieu la grande exposition sur le péril juif. Tandis que, là je vais parler de ce salafisme qui prend beaucoup d'importance dans le monde musulman en général et puis chez nous également, et qui veut faire le même, où le soi se retrouve dans le même, et qui au contraire, lui, va se manifester comme étant un soi. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, c'est une piste de réflexion que j'ai, donc je pensais vous en faire part également. Et l'antisémitisme craignait le même en soi, tandis que ce salafisme, ce que j'appelle ce néo-salafisme, lui exige le soi pour rejoindre un même qui est considéré comme partie intégrante du meilleur en islam, relativement aux sociétés non islamiques ou à ceux qui sont dénommés de manière assez violente parfois les koufars, les mécréants. Et ce problème avec le même, ce problème de l'antisémite avec le même a d'ailleurs été clairement énoncé par le journaliste Charles Laville sur Radio Paris le 29 mai 1942. Il disait « Le mal vient de ce que les Français, dans leur grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs ». Donc on ne pouvait pas parler d'haltérophobie, de problème de conflit avec l'autre, puisqu'on ne reconnaissait pas l'autre comme autre, ou on pouvait le reconnaître comme autre uniquement s'il était identifié. C'est ça en fait que je voulais dire. Et il répond, si les Français le savaient, ils se tiendraient sur leur garde. Donc la question ne se poserait pas si par exemple les Juifs avaient la peau bleue, mais ce n'est pas le cas. Il faut donc qu'on puisse les reconnaître. À cet égard, je souligne aussi un phénomène inquiétant qui est récent, c'est ce nouveau label halal qui apparaît sur le marché de Malaisie en 2017, qui s'appelle Made by Muslims, à propos du même et de soi, c'est-à-dire que fabriqué par des musulmans, donc œuvre de l'Institut de la coopération islamique internationale. C'est tout récent. Le site Safir News nous en a informé fin septembre. Alors, je vais passer à l'islam imaginaire. Donc, puisque les sociologues de la théorie de l'islamophobie comme nouvel antisémitisme reprennent les catégories que les historiens de l'antisémitisme ont pu élaborer, et en tout cas tout ce que l'histoire a pu nous apprendre. Donc, aux juifs imaginaires correspondrait l'islam imaginaire. Alors, les sociologues Hadjat et Mohamed se sont mis à la recherche, se sont lancés à la recherche de figures chimériques. Donc, ils se sont basés sur l'analyse d'un sociologue américain qui s'appelle Gavin Langmuir, qui différencie le discours xénophobe consistant à utiliser un fait avéré empiriquement pour le généraliser à tout le groupe dominé qui devient une menace, et le discours chimérique qui n'est fondé sur aucune réalité tangible. Donc, de quel discours chimérique va-t-on parler en termes d'islamophobie pour dire que l'antisémitisme, comme l'antisémitisme, l'islamophobie aurait développé des figures chimériques pour attaquer les musulmans et ou l'islam, puisque, comme je l'ai souvent fait remarquer, c'est moins les musulmans qui sont défendus dans cette histoire que l'islam, comme ça, pour le coup imaginaire, un bloc en effet fantasmé et en effet chimérique. En tout cas, tout à fait monolithique, ce que l'islam n'a évidemment jamais été, ce qui est très paradoxal d'ailleurs chez les tenants du concept d'islamophobie. Donc, se basant sur cette idée de trouver la chimère, les philosophes Hadjat et Mohamed cherchent qui et comment on va stigmatiser les musulmans, mais leur proposition pour établir un strict parallélisme manque de pertinence dans la mesure où les chimères qu'ils invoquent ne sont ni durables dans le temps, ni opérantes au niveau de la psyché de notre société dans son intégralité. En l'occurrence, pour eux,
ce qui est très important, c'est les 5 slips et caleçons superposés d'une victime musulmane accusée à tort de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. En effet, dans les sphères complotistes, certains ont imaginé que l'explosion de l'usine AZF avait été le fait d'un musulman qui aurait mis 5 slips et caleçons superposés avant de se sacrifier. Or, c'est une théorie du complot qui a eu cours de manière extrêmement minoritaire et qui n'a eu absolument aucun impact dans la société française, mais eux considèrent que c'est un fait chimérique qui fabrique l'islam imaginaire. Les mosquées de Roissy, bon là je ne parle pas des articles de ces derniers jours, mais du livre de Villiers qui était paru il y a peut-être 10 ans maintenant, n'ont pas non plus entraîné vraiment de figures chimériques anti-musulmanes en France, où finalement on aurait désigné tous les travailleurs supposés musulmans des aéroports de Paris, de France ou de Navarre d'être de potentiels dangers pour la France. Ça n'a eu absolument aucun impact. Bon, en revanche, on sait à quel point les protocoles des sages de Sion, qui sont en effet une figure chimérique, ont impacté l'histoire de l'antisémitisme et l'impact toujours, même s'il a été démontré depuis bien longtemps que les protocoles sont des faux à usage des antisémites. Donc on ne peut pas décemment comparer cette histoire de slip avec les protocoles des sages de Sion. C'est pourtant à quoi ces sociologues se livrent, bon, de manière très étonnante. Alors non seulement les protocoles des sages de Sion prétendent révéler et impactent aujourd'hui encore les jeunes, parce qu'on trouve énormément cela sur YouTube, on trouve énormément cela sur les réseaux, prétendent révéler que les juifs eh bien, dominent le monde, règnent sur le monde et veulent réduire tous les non-juifs en esclavage. Mais un autre faux à succès a cours aussi sur Internet et impacte la société de manière un peu plus importante que cette histoire de pain au chocolat, par exemple, de Jean-François Copé, dont parlent aussi les sociologues comme étant une grande figure de la chimère anti-islam. Bon, c'est le Talmud démasqué du prêtre Pranaïtis qui affirme que les juifs ont pour objectif d'éradiquer les non-juifs et qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux, avec des extraits qui circulent, des extraits de ce Talmud, ce faux également. Donc on a 2 grands faux historiques qui sont encore très activés aujourd'hui, c'est-à-dire les protocoles des sages de Sion et le Talmud démasqué, qui sont eux des réalités. Alors, pour étayer de nouveau leur hypothèse d'un glissement de la chose antisémite à la chose islamophobe, donc Ajat et Mohamed font une analyse d'une série de dessins humoristiques livrés par Edward Said, où les Arabes sont représentés qu'un nez crochu et un mauvais sourire au moment du premier choc pétrolier. Bon, ce sera tout ce qu'on aura en guise de caricature pour étayer l'analogie entre la caricature anti-musulmane ou anti-arabe, toujours cette grande confusion, et la caricature antisémite. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, tout à leur démonstration, les 2 auteurs omettent de mentionner les caricatures de juifs toujours d'actualité. D'ailleurs, dans la presse du monde dit arabo-musulman, qui les représente sous les traits d'un gras capitaliste et chef de guerre mondial, ou alors sous les traits de nazis, donc le mal absolu, la résurgence de la diabolicité séculaire. Donc, les sociologues continuent avec leur argument sur la cause islamophobe, qui nous réfère évidemment à la cause antisémite, puisque toujours ce registre est réexploité, comme je vous le disais au tout début de cette intervention. Alors, l'histoire du problème musulman évoquée par nos 2 sociologues, cette expression serait apparue dans le paysage politique français en 2011 et elle serait issue d'un rapport du Haut Conseil à l'intégration sur le port du voile à l'université. Simplement, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé cette expression dans le rapport en question. Donc, c'est un pur, on pourrait dire qu'il s'agit d'un énoncé performatif. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet aspect-là. Je vais parler ensuite de l'islamophobie d'État, puisqu'on nous dit que de la même façon qu'il y a eu un antisémitisme d'État, eh bien, il y a une islamophobie d'État, donc comparons les faits. Alors, cette catégorie d'islamophobie d'État, parfois déclinée en islamophobie municipale ou islamophobie territoriale, est invoquée pour catégoriser des refus de service à des femmes voilées, donc des refus de service émanant évidemment de fonctionnaires territoriaux qui n'ont pas bien compris quelles étaient les applications de la laïcité en France aujourd'hui, parce que souvent les gens font des confusions entre la loi de 2004 qui concerne les mineurs et donc les signes ostentatoires de religion à l'école,
Et le fait que, bien oui, un élu municipal peut en effet être voilé sans contrevenir à la loi, qu'une femme voilée, bah oui, peut se présenter à la mairie pour demander un papier sans contrevenir à la loi, à ceci près qu'elle devra, pour être photographiée, comme tout le monde, montrer ses oreilles et son cou si elle veut refaire sa carte d'identité ou son passeport. Donc des problèmes comme ça sont récurrents, mais qui généralement se règlent au cas par cas. Pas vraiment, on n'observe pas de grands mouvements de fonctionnaires territoriaux qui seraient à persécuter des femmes voilées. Pour le détail de ce qui concerne l'antisémitisme politique avant Vichy, je vous renverrai, parce qu'on n'aura pas le temps, à Laurent Joly, du CNRS, dont on peut trouver le texte suivant sur Internet, Antisémite et antisémitisme à la Chambre des députés sous la Troisième République. C'est absolument passionnant. Et là, il nous détaille de manière très intéressante quels ont été les députés antisémites, quels ont été les groupes antisémites, et ce qui s'est dit à l'Assemblée avant d'en arriver à l'antisémitisme donc de Vichy, puisque il y aurait donc aujourd'hui une islamophobie d'État donc équivalente à celle, enfin en tout cas à l'antisémitisme d'État subi par les Juifs à partir de 1940. Alors n'oublions pas que Drumont a été élu. Hein. Je ne vois pas aujourd'hui de personnalités anti-musulmanes telles que Drumont qui serait élu en France. Donc, parce que Drumont déclarait la juiverie cosmopolite, voilà l'ennemi. Donc je tiens vraiment à ramener toujours, peut-être de manière un peu abusive, mais dans ce cas pardonnez-moi, aux faits et aux dires, parce qu'il est pour moi impensable de comparer des actes anti-musulmans ou des propos anti-musulmans d'aujourd'hui avec ce genre de choses attestées historiquement. Donc il faut savoir que Drumont a quand même vendu son journal La Libre Parole à 100 000 exemplaires. Aujourd'hui, on n'a aucun journal, même chez les feuilles de l'extrême droite, ne se vendent ainsi, pour celles qui sont publiées sur papier. Et aucun site, je crois, ne peut se vanter d'extrême droite aujourd'hui, ne peut se vanter d'une telle fréquentation. Pour ce qui concerne l'antisémitisme d'État, donc, rappelons quand même que le décret-loi du 22 juillet 1940 portant sur la révision des naturalisations a privé de leur nationalité française plus de 7000 juifs. Je ne sache pas qu'aujourd'hui, la France est privée de leur nationalité des compatriotes musulmans, par simple décret-loi. Il faut savoir également que toutes les lois anti-juives, je ne vais pas vous rappeler tout ce qu'ont pu être les lois anti-juives en France, mais il faut également ne pas oublier que pour ce qui concerne la propagande antisémite d'État, dans sa réalité historique, elle a utilisé vraiment tous les supports de communication disponibles à l'époque, donc des lois bien évidemment, mais des affiches, des tracts, des journaux, des magazines, des brochures, des livres, des émissions radiophoniques, des conférences, des expositions, des films. Je ne vois pas qu'en France aujourd'hui, se répande un discours anti-musulman dans ces proportions. Le film allemand Le Juif Süß a été donc tourné en 1940 et présenté en France en 1941. Il a attiré 1 million de spectateurs. Donc l'affiche représentant le Juif Süß au long nez et aux doigts crochus, au regard mauvais, est d'une couleur olivâtre, et ce modèle de représentation a servi à l'exposition Le Juif et la France, qui était un sommet de l'antisémitisme hexagonal et qui s'est tenu du 5 septembre 1941 au 5 janvier 1942. Voilà donc ce qu'était l'antisémitisme d'État. On peine à qualifier aujourd'hui des actes anti-musulmans d'islamophobie d'État, compte tenu de ces réalités-là. De la même manière, nos sociologues nous parlent d'une islamophobie médiatique. Alors il est vrai, je le disais tout à l'heure, que les unes racoleuses de certains journaux qualifiés d'islamophobes, auxquels répondent en écho des reportages qui les contrebalancent beaucoup cependant, ont des particularités désagréables et on peut concevoir que de telles représentations dessinent dans des esprits perméables une image globale et générale des musulmans. Une image négative. Cela existe. Cependant, est-ce que là encore on peut établir une comparaison? Eh bien, je ne le pense pas, puisqu'avant la Seconde Guerre mondiale, une presse ouvertement antisémite, donc avant même ce qu'on a pu connaître sous Vichy, faisait florès avec l'ami du peuple, avec l'anti-juif, avec l'antisémitique,
avec Je suis partout, Le Cahier jaune, La Nouvelle-France. Les Juifs y étaient désignés sous le vocable de Youpa, Youtre, Bekroch, tout cela au vu et au su de tous. Enfin, ils étaient très, très populaires. En province, il y avait une presse aussi, une presse régionale très développée, une presse comme celle-ci. Rien de tel de nos jours. À partir de 1940, parce qu'entre-temps, il y a eu le décret-loi Marchandeau, mais qui a été abrogé par le gouvernement Vichy. Donc, de nouveau, à partir de 1940, on trouve des publications violemment antisémites de tout ordre et dans la France entière, chose qu'on heureusement ne voit plus aujourd'hui à l'égard des musulmans. La protection juridique n'était évidemment pas la même. Tout l'arsenal de lois que nous avons pour lutter contre les haines à l'égard de groupes de personnes particuliers en raison de leur religion ou de leur origine ethnique n'existait pas, donc les Juifs n'en ont pas non plus bénéficié. Je veux dire, n'en ont pas bénéficié, oui, je veux dire, hélas, à l'époque. Je vais activer parce que le temps passe vite. À propos toujours d'islamophobie médiatique, j'en reviens aux caricatures, puisque beaucoup ont estimé que Charlie Hebdo avait bien mérité son sort, puisqu'après tout, ces caricatures étaient abjectement islamophobes. Mais on oublie de parler de ces caricatures issues en grande partie du monde dit arabo-musulman, qui existent aujourd'hui encore, et de ces caricatures qui circulent, comme je vous le disais, mais je vais détailler un peu plus, dans ces milieux qu'on appelle rouge-brun, voire rouge-brun-vert. Je n'ai trouvé aucun périodique, ni aucun ouvrage, ni aucun site internet actuel qui abriterait des caricatures de musulmans. En revanche, j'ai trouvé beaucoup de caricatures dignes de fait des années 30, de caricatures antisémites contemporaines, j'en ai trouvé énormément, jusqu'à ce concours de caricatures, il y en a eu 2 organisés par l'Iran, caricatures de la Shoah, en réponse aux caricatures de Charlie Hebdo. L'humoriste Dieudonné, donc, tout en renouant avec les caricatures antisémites du début du XXe siècle, a commencé à lancer cela. N'oublions pas qu'il est l'auteur d'un zouk à Treblinka et de la chanson Shoah Nana. Alors, il a aussi inventé la fameuse quenelle, dont on a cherché à dire qu'il ne s'agissait pas d'un geste antisémite. On pourra éventuellement y revenir. Et en fait, ce qu'a fait Dieudonné avec ces 2 chansonnettes, eh bien, c'est ce qu'a connu l'histoire avec un antisémitisme classique qui était celui de chansonniers de Montmartre, qui à la fin du XIXe siècle se moquait des Juifs en utilisant le cliché antisémite comme ressort comique, ce que fait Dieudonné en utilisant l'extermination, donc avec son zouk à Treblinka et son Shoah Nana. Récemment, j'ai vu qu'un étudiant néo-nazi, ardent défenseur du négationniste contemporain de la jeune génération, donc Vincent Renoir, ce jeune étudiant qui se faisait appeler artiste malpensant, a produit des dizaines de caricatures antisémites, mais également racistes, nationalistes. En 2012, j'en reviens au CCIF, donc le CCIF a publié des caricatures de Latuf, un dessinateur brésilien qui dénonce ce fameux 2 poids 2 mesures dont on parlait auparavant. Et le CCIF se flattait, que l'article est toujours disponible sur le site du CCIF, vous pourrez le retrouver, que Latuf lui ait fait le plaisir de réaliser quelques dessins sur Charlie Hebdo et sa liberté d'expression islamophobe, dont un expressément réalisé par le CCIF. Il représente un navire aux couleurs de l'Europe qui se dirige vers la pointe d'un iceberg, une bulle indiquant aucune raison de s'inquiéter, c'est juste les caricatures de Mahomet. Et la partie immergée de l'iceberg est une énorme svastika sur laquelle est inscrit le mot islamophobie. Un autre dessin représente Feu Charb avec une ceinture d'explosifs autour de la taille. Cette ceinture d'explosifs est constituée d'exemplaires de Charlie Hebdo. Charb est quant à lui prêt à appuyer sur le détonateur qu'il tient en main. C'est sur le site du CCIF qui se flatte que le dessinateur Latuf lui ait fait cadeau de ses dessins. Quand je vous disais que les tenants du concept d'islamophobie tiennent des discours potentiellement, voire carrément antisémites. Alors, ce dessinateur, ce fameux Carlos Latuf, qui est brésilien, a reçu le 2e prix du premier concours de caricature de la Shoah, donc organisé en Iran en 2006, suite à la publication, disait-on, des caricatures comme réponse publiée par le Jylland Posten. Latuf a représenté un vieil homme arabe, donc palestinien, vêtu d'un pyjama de déporté, arborant un croissant rouge,
qui pleure devant un mur de béton avec un mirador. Sur son site, à ce dessinateur, eh bien, il y a une rubrique qui s'appelle Juifs, Jews, dans les deux langues. Chard, et non pas Charb, Chard, la dessinatrice française attitrée de l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, a été ex aequo avec la TUF cette année-là. Elle a eu le 2e prix avec lui. Donc Rivarol, hebdomadaire d'extrême droite radical que vous connaissez peut-être, est engagé dans un combat nationaliste pour une France blanche épurée de ses multiples ennemis. Et depuis quelques années, l'antisionisme et le négationnisme occupent une part importante de son contenu. Ce concours en Iran avait réceptionné quand même 839 dessins. Et 200 d'entre eux ont été exposés dans un musée à Téhéran. Le 2e concours de cet ordre a été organisé cette année, en juin 2016 donc, et selon ses organisateurs, son but était de mettre en évidence le 2 poids 2 mesures, on y revient, dans le monde, en référence cette fois au soutien du droit de caricaturer le prophète Mohammed, dont la représentation est interdite dans l'islam. Et c'est le dessinateur français, Zéon, proche de Dieudonné, antisémite notoire, travaillant également avec Alain Soral, qui a reçu le 1er prix. Le dessin représentait une caisse enregistreuse affichant 6 millions, ouverte sur des liasses de billets verts, des liasses de dollars, surmontée d'un haut représentant l'entrée du camp d'Auschwitz, gravé d'un Shoah Business et laissant traîner négligemment une étoile de David. Le Shoah Business, c'est une des grandes figures de l'humour de Dieudonné. Je vais passer sur l'argument des attentats, qui est aussi dans ces figures comme ça de comparaison utilisées par les tenants du parallélisme entre antisémitisme et islamophobie, qui veulent nous dire que finalement les attentats seraient utilisés par les islamophobes pour dénigrer l'islam et les musulmans, et ils nous disent qu'au fond, au moment des attentats anarchistes, on accusait bien les juifs, etc. Bon, ce qui est faux, j'ai fait des recherches là-dessus, cet argument ne tient pas non plus. En revanche, ce qu'on observe, c'est qu'après les attentats, il y a toujours 2 phénomènes observables. On a pu observer ces phénomènes après Mera, on a pu observer ces phénomènes après Nemouche, on a pu observer ces phénomènes après Charlie, après l'hypercacher, après le Bataclan. C'est que les théories du complot se développent et que nombre d'entre elles accusent le sionisme et les juifs d'être à l'origine des attentats pour salir l'image de l'islam et des musulmans. Donc, ces théories du complot existent évidemment depuis 2001, mais je laisserai de côté tout ce qui concerne les théories du complot 2001, parce que ce serait trop long. Mais c'est vrai qu'on retombe toujours dans ces théories-là, c'est-à-dire c'est les Juifs, c'est Israël qui sont à l'origine des attentats, et c'est toujours pour faire du mal à l'islam et aux musulmans, pour salir leur image, et uniquement cela. Donc je vais passer sur les exemples que j'avais préparés pour vous en parler. Pour revenir au fait que les attentats islamistes ne sont donc pas les seules racines des théories du complot. Et pour en revenir au protocole des sages de Sion, n'oublions pas qu'ils connaissent un succès immense dans les pays dits arabo-musulmans. Et ça n'est pas l'histoire des années 30, ça c'est l'histoire d'aujourd'hui. Et on n'a pas en parallèle un protocole des sages musulmans qui ferait fureur dans tous les pays occidentaux. Rien de tel. On avait encore une histoire de complot, par exemple, quand ce film épouvantable, ce film anti-musulman véritablement, qui s'appelait L'innocence des musulmans, Innocence of Muslims, qui est paru, je l'avais vu en 2002 sur YouTube, avait fait beaucoup de bruit. Mais en fait, le réalisateur américain d'origine copte qui avait réalisé ce film, les complotistes disaient que ce n'était pas lui qui l'avait réalisé. Ou en tout cas qu'il l'avait réalisé pour des Israélo-Américains qui travaillaient dans l'immobilier, etc. Enfin, voilà, on retrouve ça de manière systématique, extrêmement amplifiée par les réseaux sociaux. Donc tous les attentats depuis 2001 sont envisagés sous l'angle du complot sioniste. Par exemple, pour ce qui concerne Mohamed Merah, le site Ummacom recense le 25 juillet 2012 les 72 anomalies de l'affaire Merah, pour semer le doute. L'article est écrit par une vedette de la complosphère islamiste antisémite qui s'appelle Hichem Hamza et qui tient le site Panhamza.
Le 12 juin de la même année, le réalisateur Mathieu Kassovitz tweetait « Qui a tué ces enfants juifs? Sommes-nous bien certains que c'est Mera ?» Donc vraiment, ces théories du complot concernent tous les attentats. Panamza, j'en reviens à lui, compte plus de 48 000 abonnés sur Facebook, c'est énorme. Et près de 10 000 sur Twitter, c'est énorme. En février 2016, cette année, le site d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation, a partagé son article sur la garde à vue dont il a été l'objet pour avoir écrit qu'une photo choc du Bataclan avait été diffusée depuis Jérusalem. Alors, la vidéo qui étaye cette version des crimes de Mohamed Merah comme un complot de l'État français manipulé par les sionistes depuis Jérusalem et propagé par les Juifs depuis Paris, où ils ont tout pouvoir évidemment sur les médias, on le sait et on nous le dit suffisamment de nos jours, a quand même été vue plus de 800 000 fois. Donc ce n'est pas rien. Suite à la tuerie du musée juif de Bruxelles, les théories du complot se sont développées aussi. On a même eu droit à un groupe Facebook « Soutien à l'innocence » de Mehdi Nemmouche. En 2015, à Grigny, la ville de Hamdi Koulibaly, eh bien, une partie de la population était convaincue que les attentats des 7 et 9 janvier avaient été organisés par François Hollande, Israël et les États-Unis, comme l'a révélé une enquête publiée dans Le Figaro. Sur la figure de l'ennemi intérieur, je vais passer aussi parce qu'on n'aura pas le temps, mais simplement faut-il se rappeler que l'ennemi intérieur a existé en France. On a en effet nommé un ennemi intérieur, mais contrairement à ce que l'on dit aujourd'hui, ce n'était pas, lorsque l'État français nommait un ennemi intérieur, ce n'était pas les Juifs qui étaient l'ennemi intérieur de l'État français, mais bel et bien les espions nazis qui pullulaient, paraît-il, en 1939, donc avant la guerre. Donc, le décret-loi Marchandeau, d'ailleurs, n'a pas puni que les écrits qui stigmatisaient les Juifs, mais concernait également les écrits complices du nazisme. Donc il faut aussi avoir ça à l'esprit lorsqu'on entend parler de cet ennemi intérieur qui serait aujourd'hui le musulman, qui aurait été l'ennemi intérieur de l'État à l'époque, le juif. Non, 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 pas du tout. Historiquement, ce n'était pas du tout les juifs qui étaient désignés, mais bel et bien les nazis, les pro-nazis, les éléments pro-nazis et les espions allemands. Sur la comparaison entre les actes antisémites et les actes anti-musulmans, je ne vais pas développer non plus. Je vous renvoie à l'ouvrage « Islamophobie, la contre-enquête » et aux articles que j'ai publiés depuis 2 ans où je me suis intéressée à de nouveaux événements sur lesquels j'ai pu enquêter, et pour dire simplement que non, cette comparaison-là non plus n'est pas pertinente. Alors, je voudrais dire maintenant que, même si je ne fais pas mien le terme d'islamo-gauchisme, dont j'estime qu'il ne décrit pas bien certaines réalités, qu'il est trop englobant et qu'il n'est pas très juste, il y a quand même une partie non négligeable de la gauche et des associations antiracistes françaises qui ont fait du musulman la nouvelle figure de leur prolétaire opprimé. Donc cela existe en effet, et la Ligue des droits de l'homme a d'ailleurs perdu des militants et des intellectuels tels que Antoine Spire il y a une quinzaine d'années, à cause de cela, à cause de cet égarement-là, au moment où elle défendait justement également le concept d'islamophobie. Alors moi je pense que l'antisémitisme islamiste est le véritable reflet de l'antisémitisme historique et qu'il est le compagnon de route de l'antisémitisme d'extrême droite qui, contrairement à ce qu'on entend dire trop souvent aussi, mais n'a jamais disparu de la scène publique. C'est-à-dire qu'on s'imagine souvent qu'après-guerre, en 1945, comme ça, miraculeusement, il n'y avait plus du tout d'antisémitisme en France, il n'y avait plus aucun écrit antisémite, il n'y avait plus rien. Tout le monde était pardonné, tout est pardonné, comme nous disait Charlie, mais pas du tout. L'antisémitisme n'a jamais cessé. Et puis peut-être, vous souvenez-vous qu'en 1969, eh bien, il y a eu cette fameuse rumeur d'Orléans qui imputait à des commerçants juifs de Bordeaux d'enlever des jeunes filles dans leur cabine d'essayage pour les envoyer sur des marchés prostituteurs. C'était en 1969. Il y a eu énormément comme ça. Le PCF, qui était très très nationaliste dans les années 50, a eu un discours nationaliste et antisémite. Ça, on ne le sait pas vraiment. Mais l'antisémitisme n'a jamais cessé. Donc on ne peut pas non plus parler d'un retour de l'antisémitisme qui serait dû au fait exclusif des musulmans, discours qu'on entend aussi alors, du côté d'une certaine extrême droite trop souvent aujourd'hui et qui est tout aussi faux.
C'est-à-dire qu'il y a plutôt une convergence des antisémitismes historiques avec un antisémitisme que je qualifie d'islamiste. Cet antisémitisme islamiste, je vais en donner quelques exemples maintenant. Par exemple, au congrès de l'UOIF, Union des organisations islamistes de France, en 2014, Annie Ramadan a déclaré que les médias et les politiques sont dominés par les sionistes et qu'en France, on ne peut pas être élu sans l'approbation du CRIF, qui dirige évidemment le pays dans l'ombre. On est en 2014. Annie Ramadan préconise une solution face à ce problème juif réel. Donc la solution, c'est l'islam. Donc l'islam salvateur me rappelle, moi, autre chose. Cela me rappelle que dans Der Stürmer, ce fameux torchon antisémite qui est également très souvent cité pour dire qu'aujourd'hui les musulmans sont attaqués comme les juifs, alors que ce n'est absolument pas ça, eh bien les juifs étaient quand même l'ennemi mondial de l'humanité. Et que la seule façon de s'en débarrasser, eh bien, c'était pas, là pour le coup, c'était pas l'islam qui allait régler le problème, mais c'était les Ariens qui allaient régler le problème. Alors, l'enjuivement est aussi un motif contemporain qu'on retrouve chez les islamistes. Par exemple, en 2007, Radio Islam publie un entretien intitulé « Sur l'enjuivement en cours de la société française ». En 2014, le site Palestine Solidarité reproduit un texte signé d'un chroniqueur de l'hebdomadaire algérien La Nouvelle République intitulé « Enjuivement tous azimuts ». C'est bien parti pour l'enjuivement de l'Égypte à l'image de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne. Ce même chroniqueur avait écrit en 2013 qu'Alain Finkielkraut était bien évidemment devenu français par la force de l'enjuivement de la France. En juillet 2014, lors d'une manifestation pour Gaza à Paris, ont été brandies des caricatures antisémites qui désignaient les Juifs ou Israël, eh bien, une fois de plus, comme manipulant le monde. On y a vu aussi brandi des caricatures de la Shoah. On y a vu effectuer des fameuses quenelles qui n'auraient évidemment rien d'antisémite, jusque sur la statue de Marianne, place de la République, ou brandi des ananas, en même temps qu'on criait « mort aux Juifs », les fameux ananas de Shoah-nana de Dieudonné. Même cri a été observé à Sarcelles. Lorsque ces militants nous disent que l'islamophobie d'aujourd'hui est l'antisémitisme d'hier, ils nous disent aussi qu'il existe non seulement une islamophobie d'État, mais un philosémitisme d'État. Donc 2 mois après la tuerie de l'hypercachère, le Parti des indigènes de la République a publié un texte intitulé « Non au racisme d'État, non au philosémitisme d'État ». La lutte contre ce supposé philosémitisme d'État fait partie des nouveaux thèmes de mobilisation du Parti des indigènes de la République et que Houria Boutelja, la passionnariat des indigènes, a longuement développé lors d'une conférence qu'elle a donnée à Oslo le 3 avril de la même année, 3 avril 2015. Ce terme de philosémitisme n'est pas utilisé aujourd'hui, sauf pour ces militants-là. Et il désigne clairement aussi une insulte qui est utilisée par ceux qui se réclament gaulois d'extrême droite également depuis un siècle pour désigner les sous-chiens qui prennent le parti des juifs, les sous-chiens non-juifs qui prennent le parti des juifs. C'est là où on voit comment se rejoignent certains réseaux d'extrême gauche, soi-disant tels que les indigènes de la République, et toute la rhétorique d'extrême droite dite traditionnelle ou classique. Donc sur son site, j'en reviens au Parti des indigènes de la République, eh bien, le Pire entretient insidieusement cette thèse d'un antisémitisme traditionnel d'extrême droite et d'un antisémitisme réactionnel qui serait dû au privilège dont bénéficieraient les Juifs, ce fameux philosémitisme d'État. Et là encore, on est dans ce combat du 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire islamophobie d'État, 2 poids, versus philosémitisme d'État, 2 mesures. Je passe sur ce qu'a écrit Houria Boutelja sur son regard sur l'enfant juif portant kippa dans la rue. En revanche, sur l'antisémitisme islamiste dont je parlais, j'ai d'autres exemples à vous donner. Ainsi, le 1er mai cette année, 2016,
Une photographie a fait le tour du monde, peut-être l'avez-vous vue. Elle montre une jeune musulmane belge voilée dressée devant un cortège de militants d'extrême droite anti-islam à Anvers. Donc elle prend un selfie ironique. Alors cette photo circule partout sur les réseaux sociaux, toute la presse mondiale en parle, c'est l'héroïne du jour. Elle s'est dressée contre les objectivement militants, objectivement d'extrême droite, objectivement anti-musulmans. Certes, sauf que cette jeune demoiselle, eh bien, la BBC a remonté ses tweets et la BBC a révélé que cette jeune demoiselle avait tenu en 2012 et puis en 2014 des propos antisémites, affirmant notamment que Hitler n'a pas tué tous les juifs pour que l'on puisse se rappeler pourquoi on les tuait. Le compte Delphine antisioniste officiel sur Facebook, qui a été fermé récemment, comptait quant à lui 4000 adhérents sur la page française, près de 8000 sur les pages italiennes et danoises, 18 000 sur la page allemande et publiait des textes antisémites extrêmement virulents. Cette page, Delphine antisioniste, a diffusé une affiche représentant un rat tamponné d'une étoile de David intitulée « Israël est le rat de l'humanité ». Le propriétaire du compte a ouvert une chaîne sur YouTube qui s'appelle Esprit de Justice, qui affiche 148 000 vues pour 842 vidéos. Tout cela pour vous dire que eh bien là, on peut mesurer de manière tangible des propos antisémites existants qui réfèrent aux années 30 pour ce qu'ils sont, mais qui constituent une réalité que l'on pourrait comparer à celle des années 30, tandis que l'on compare l'islamophobie à cela, ce qui ne lasse de surprendre. Cependant, n'oublions pas l'antisémitisme actuel de l'extrême droite, encore et toujours. Je pourrais citer Henri de Lesquen, directeur de Radio Courtoisie, qui déclarait le 28 avril 2016 sur Twitter « La plantureuse Simone Veil, rescapée de la Shoah à 88 ans, à ma connaissance, elle va bien ». Ou encore le négationniste antisémite Hervé Ryssen, qui a été condamné là en septembre 2016 pour avoir tenu des propos abjects appelant à la haine contre les Juifs. Donc cet antisémitisme-là n'a pas disparu. Je vais parler rapidement de l'association Fils de France, donc créée en 2012 par Tarek Oubrou et dirigée par Kamel Béchik, qui se réclame quant à lui de Charles Maurras et qui dénonce l'antisémitisme des banlieues, ce qui plaît beaucoup à l'extrême droite nationalisme, pour mieux cacher le sien, puisqu'il est très proche de l'action française. Le parrain de cette association, Fils de France, est le père Michel Lelon, qui est un antisémite notoire, un ardent défenseur de Roger Garaudy, un négationniste connu, et qui a témoigné, le père Michel Lelon, en faveur de Maurice Papon au procès de Lyon. Fils de France a été accueilli sous les ordres du Sénat le 27 octobre 2012 par la sénatrice Sylvie Goulet. Alors, moi, je pense que, donc, comme je vous le disais, la sphère sera le dieudonné à la conjonction de ces antisémitismes, c'est-à-dire cet antisémitisme d'extrême droite qui n'a jamais disparu en France, et cet antisémitisme islamiste. Alors, je ne pense pas trop avoir le temps de vous faire l'historique d'égalité et réconciliation, mais très rapidement, je vais dire que cette thématique antisémite du complot américano-sioniste, il pullule en fait dans ces réseaux-là, dans ces sphères-là. Donc l'image du juif cupide à l'origine d'un complot mondial est toujours développée, que ce soit dans les images qui sont produites avec leurs dessinateurs. Il y en a même un qui fait des bandes dessinées que l'on peut consulter sur YouTube, des bandes dessinées, donc des dessins animés, des bandes dessinées animées. On peut lire tous leurs textes sans aucun problème sur leur site ou diffuser YouTube, enfin, il y a énormément de moyens de diffusion aujourd'hui. Je veux simplement vous signaler qu'en 2009, donc il n'y a pas si longtemps, a été créé le parti antisioniste, donc avec Dieudonné et Alain Soral étaient des personnages centraux dans ce parti-là. Donc un parti antisioniste en France en 2009, qui a été soutenu par l'Iran d'Ahmadinejad, d'ailleurs qui est le héros de Houria Boutelja. Vous voyez, ça tourne toujours un peu autour des mêmes personnalités. Elle le déclarait elle-même, que c'était son héros, quand elle ne déclare pas qu'elle est Mera et que Mera est elle. Donc l'affiche du parti antisioniste, c'était une carte de France fichée d'un drapeau français. Et la carte de France était occupée par un immense drapeau israélien.
Elle était titrée « Pour une Europe libérée de la censure du communautarisme, des spéculateurs et de l'OTAN ». Je veux dire, ça rappelle vraiment les affiches antisémites de la période 40-45, mais également toutes celles qui avaient cours depuis le 19e siècle. Les insultes antisémites sur les réseaux sont aussi très reconnaissables. Elles reprennent vraiment les motifs de l'antisémitisme historique. Moi, par exemple, je me fais régulièrement traiter de vipère, de cancer, de peste, de choléra, de cancer sioniste. Bon, s'y ajoute diablesse récemment, je suis devenue une diablesse. Voilà, diablesse, choléra, sioniste, ce sont les insultes qui existent aujourd'hui, mais qui proviennent de toute cette littérature néo-antisémite. Des ouvrages contemporains sont également traduits, parfois sous forme de vidéos, dont les thèmes sont reproduits ad nauseam sur Internet. Donc, par exemple, le mensonge d'Ulysse de Paul Racinier, donc un ouvrage négationniste, a été republié. Les écrits de Forisson, qui a été quenelle d'or de Dieudonné en 2000 également, ceux de Roger Garaudy, également de Hervé Ryssen, dont on a vu qu'il a été condamné pour des propos tenus sur les réseaux sociaux, la mafia juive, les grands prédateurs internationaux, tout cela a cours aujourd'hui. Je ne vois une fois de plus rien de tel pour ce qui concerne la haine anti-musulmane. Je terminerai sur le cas Riposte laïque, qui est une association créée en 2007 par d'anciens militants de gauche, dont Pierre Cassaigne, parce qu'il a eu quelques différends avec l'Union des familles laïques, et au journal en ligne Respublica où il militait, il a créé Riposte laïque car, disait-il, il ne voulait pas de gauchiste anti-républicain, anti-flic et pour la régularisation de tous les sans-papiers. C'est quelqu'un qui avait milité au PCF et à la CGT du Livre. Pierre Cassaigne est anti-islam. Et Riposte laïque tient un discours national populiste très violent, dans lequel tous les réfugiés et les immigrés sont soupçonnés d'être les instruments du délitement de la France. Donc ce ne sont pas spécifiquement les musulmans que le site Riposte laïque accuse d'être les instruments potentiels du déclin de la France telle qu'elle est aujourd'hui, mais les réfugiés et les immigrés. Voilà, donc Riposte laïque a été condamné plusieurs fois en 2012, 2014, 2016. Son audience me paraît assez faible comparativement à ce dont je viens de vous parler, puisque il n'a que 12 000 abonnés sur Facebook, ce qui n'est pas grand-chose par rapport aux 18 000, plus 8 000 et 8 000 et 7 000 de Panamza tout à l'heure. Enfin, bon. Et un peu plus de 7 000 sur YouTube, qui n'est pas grand-chose non plus. Et ces événements ne rassemblent que quelques centaines d'excités, quoi. Mais son discours est le discours de résistance républicaine qui est porté par la compagne de Pierre Cassaigne, cofondatrice de Riposte laïque, Christine Tazin, ainsi que les caricatures qu'il diffuse, peuvent légitimement, à mon sens, inquiéter alors, à la fois les démocrates et les institutions et les musulmans. Parce qu'ils produisent des caricatures qu'on peut, pour le coup, éventuellement comparer aux caricatures antisémites de l'époque où les musulmans sont représentés. Il y a une figure du musulman. Mais bon, voilà, c'est un phénomène extrêmement minoritaire, mais ce qui est un phénomène qui existe et qu'il faut, je pense, surveiller, dont il faut surveiller le développement. Mais depuis 2007, ça n'a guère bougé. Ils ont toujours du mal à rassembler, ils sont toujours un peu ridicules et je ne suis pas certaine qu'ils vendent bien leur littérature, c'est à voir. Voilà. Donc, il y a aussi le site de Souche et là-dessus, je n'aurai pas le temps de développer non plus, mais je pense que le site de Souche est très intéressant au sens où il y a un discours, là aussi, qui doit inquiéter, à mon avis, les démocrates. C'est ce discours radical de ce qu'ils appellent le droit de l'homisme et qui met en question les droits de l'homme et qui met également en question les lois Guesso. Je m'en tiendrai là en espérant vous avoir donné un panorama de l'état de mes recherches. Ouais. Merci beaucoup Isabelle Kersimon. Je vais tenter de prendre votre suite en exposant mes recherches. Comme vous l'avez souligné durant votre exposé, comme on a pu le comprendre, l'islamophobie, c'est un terme qui est controversé. C'est un concept qui pose un certain nombre de problèmes, notamment en termes de circonscription et de potentielle instrumentalisation. On constate en effet l'existence de nombreuses critiques émanant tant de scientifiques, de personnalités, d'intellectuels, d'élus, d'associations militantes, de citoyennes, de citoyens. Et pour en rappeler quelques-unes en provenance de la sphère scientifique, on peut aborder toutes les critiques qui vont venir toucher le terme lui-même. Par exemple, Chris Allen, qui a travaillé pendant de nombreuses années
qui produit voilà, toujours de la connaissance sur l'islamophobie, critique lui-même le terme en expliquant que le suffixe phobie, c'est pas approprié puisque ça renvoie à l'idée d'une maladie mentale. Enfin, je répète ce que vous présentez vous-même dans votre ouvrage, dans votre essai Islamophobie, la contre-enquête. On a l'existence d'une ambiguïté conceptuelle qui existe toujours. On a le fait que voilà, il n'y a pas de définition totalement claire posée de l'islamophobie. Il n'y a pas de consensus sur la nature du lien entre l'islamophobie et le racisme. Et en fait, ces différents travaux, enfin ces différentes critiques qui existent dans le monde scientifique, on les retrouve également en fait au niveau de la société. Pas toujours présentées de la même manière, mais dans la société, on a 3 principales préoccupations. Bon là, c'est schématique ce que je vous présente. Mais par exemple, on a une première préoccupation qui est que l'islamophobie permettrait d'entretenir, enfin le concept d'islamophobie permettrait d'entretenir une confusion visant à museler la critique de l'islam et de l'islamisme et du fondamentalisme. Il serait utilisé pour mettre sur le même plan la critique de l'islam qui n'est pas répréhensible et le racisme, les violences à l'égard des musulmans qui évidemment le sont. Le risque principal étant qu'on aboutisse à une autocensure et à des restrictions de la liberté d'expression. C'est par exemple des critiques qui ont été formulées par Caroline Fourest ou par Henri Pénard-Ruiz, le spécialiste de la laïcité. La deuxième crainte a justement trait à la laïcité. Certains et certaines estiment que le concept peut constituer une arme contre la laïcité. C'est ce qu'on a pu entendre avec Elisabeth Badinter il y a 1 an à peu près, ou encore chez Manuel Valls, avec l'idée que les restrictions à certaines pratiques religieuses vont finalement être interprétées à l'aune du concept d'islamophobie et donc être considérées comme du racisme, alors que ce ne serait pas toujours le cas, ou que dans certains cas, ce n'est pas du tout le cas. Et puis en fait, la troisième préoccupation concerne le dévoiement de l'action antiraciste pour renforcer les allégeances communautaires. On le constate lorsqu'on observe les désaccords qui existent entre antiracistes par rapport à l'islamophobie, et puis toujours cette idée d'un dévoiement qu'on a pu retrouver avec des personnalités comme Charb, qui avait, quelques jours avant sa mort, terminé Lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes, un essai, et puis qu'on retrouve aussi chez des personnalités comme Gilles Clavreul, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc voilà, je vous ai donné quelques-unes des préoccupations qui existaient dans le monde scientifique par rapport à ce terme-là et dans la société. Et pourtant, islamophobie, aujourd'hui, c'est un terme qui est fréquemment utilisé. C'est un terme qui est très investi sur le plan institutionnel, médiatique et militant, au niveau national, européen et international. Il y a donc un paradoxe. Comment ce concept a-t-il cheminé? Comment l'islamophobie est-elle devenue un problème public, une problématique considérée comme légitime? On a de multiples facteurs qui peuvent l'expliquer. Parmi ceux-ci, l'action de certaines organisations antiracistes a joué un rôle important dans l'inscription du terme, aujourd'hui presque accompli au lexique du racisme, sinon déjà accompli, comme le pensent certains universitaires qui sont longtemps opposés à l'usage de ce terme, comme Pierre-André Taguieff, qui aujourd'hui estime que c'est un terme qui est rentré dans le langage courant et que maintenant, ce qui est important, c'est de le circonscrire en fait. Moi, je me suis personnellement intéressée à la façon dont certaines organisations antiracistes ont procédé pour faire en sorte que cette thématique devienne un enjeu public en prenant pour terrain l'Union européenne. En 2015, la Commission européenne et le Parlement européen organisaient tous deux des événements sur cette thématique-là, sur l'islamophobie, c'est-à-dire une audition parlementaire et un colloque, auquel participait un acteur qui s'appelle ENAR, qui est le réseau européen contre le racisme. Pour vous le présenter brièvement, je pense qu'il est important de vous dire qu'ENAR a été créé en 1998, à l'issue de l'année européenne contre le racisme, à l'initiative de la Commission européenne, pour fédérer les organisations luttant contre les discriminations raciales. C'est un acteur qui est largement financé par l'Union européenne, à hauteur d'environ 83%. C'est un acteur qui dispose d'un accès privilégié aux institutions européennes. Il est considéré comme un expert et son action repose majoritairement sur la production de rapports et de prise de position sur les discriminations et le racisme en Europe. Alors qu'est-ce que viennent constituer ces deux types d'actions, la production de rapports et les prises de position écrites et orales sur une thématique, etc. Eh bien, ça va constituer le discours de l'organisation. Le discours a une importance considérable. Pour de nombreux auteurs, notamment Alice Craig-Plank pour ne citer qu'elle, l'intérêt pour le discours s'explique par la centralité dans la vie politique et sociale. En fait, c'est s'inscrire dans une conception qui est assez ancienne du pouvoir politique, c'est celle d'Aristote. Excusez-moi, celle d'Aristote, qui vient en fait considérer que l'argumentation et le discours sont les moyens d'exercice du pouvoir.
Le citoyen, l'homme politique, la femme politique, le militant, les institutions accomplissent des activités par le discours. Et pour le comprendre, on peut par exemple se tourner vers la théorie des actes de langage, que vous connaissez peut-être d'Austin, par laquelle en fait tout acte peut être envisagé comme, tout énoncé peut être envisagé comme un acte visant à modifier une situation. Et donc après par la suite on a eu tout ce développement. Vous évoquiez tout à l'heure les actes performatifs. Bien, voilà, on se rejoint par rapport à ça. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais rappeler plus que simplement en fait que chercher à refléter la réalité, le discours institue la réalité en quelque sorte et finalement contribue à construire nos perceptions. Pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'islamophobie, tout l'objectif de ma recherche, ça a été de comprendre comment Hénard a contribué à la légitimation de l'islamophobie, de cette problématique-là, au sein de l'Union européenne, à travers un usage stratégique de son discours. Comment le discours a-t-il été un levier pour porter cette notion, diffuser en fait du sens autour d'elle et la diffuser elle-même pour faire en sorte que l'islamophobie devienne une préoccupation des institutions et de la société. Car en effet, Hénard est un acteur qui a été presque proactif en matière de lutte contre l'islamophobie. Dès 2001, et puis même peut-être avant, le réseau européen contre le racisme, en fait, par exemple, en 2001, réagissait par rapport à la conférence de Durban et se positionnait clairement sur cette question-là en disant « nous luttons contre l'islamophobie », alors qu'il y avait eu quand même quelques conflits par rapport à tout ça, il n'y avait pas encore de consensus. Et puis en fait, l'islamophobie, progressivement, ça a commencé à devenir un élément qui a été constitutif de l'identité d'Hénard. Ça devient l'une de ses grandes causes, par exemple aux côtés de l'antisémitisme. On a ce parallèle-là que vous évoquiez, qu'on retrouve dans le discours du réseau. Et puis, à partir de 2013, le réseau il se targue en fait de publier le premier rapport pan-européen sur l'islamophobie. Donc on voit que ça devient vraiment constitutif de comment il se présente et des combats qu'il entend mener. Cependant, je pense qu'à ce stade, il faut que je porte à votre connaissance un élément, c'est qu'il existe, parce que Hénard, en fait, ceux qui s'intéressent à cette thématique-là le connaissent, mais c'est vrai que c'est un acteur qui agit au niveau européen et qu'on a généralement peu de connaissances dans la société civile. De manière générale, quand on ne s'intéresse pas à l'Union européenne, on n'a pas de connaissances. C'est pas ce que c'est qu'Hénard. Je pense qu'il est important que je vous dise que ceux qui s'y intéressent émettent des suspicions par rapport à ce réseau, pour plusieurs raisons. Notamment par rapport aux personnes qui constituent son staff. En fait, l'actuel directeur d'Hénard, qui est Michael Privot, a revendiqué pendant plusieurs années son appartenance aux frères musulmans avant de déclarer avoir pris ses distances par rapport à la confrérie en 2012. Pour certains, comme Uli Wolstein, il est cependant toujours proche des structures ferréristes, à l'instar de Julie Pasquet, l'actuelle responsable des projets relatifs à l'islamophobie au sein du réseau. Antérieurement déjà, on avait des questionnements sur la proximité d'un ancien président du réseau, Mohamed Abdulaziz, avec des milieux salafistes qui étaient relatés par des médias britanniques. En fait, ces éléments-là, je les ai découverts, mais ils ont aussi été portés à ma connaissance par l'ancienne directrice du réseau Hénard, qui est Pascale Charon, et qui m'avait indiqué que voilà, c'était des éléments qui pouvaient venir influencer le traitement de la thématique par le réseau. Et puis qu'au-delà de ça, pendant toutes les années où elle avait été directrice au sein d'Hénard, elle avait vu ce qu'elle qualifiait d'une stratégie d'entrisme, c'est-à-dire de faire entrer de plus en plus d'organisations musulmanes dans le réseau, pour faire en sorte qu'il y ait un poids de plus en plus fort, etc. Donc mes recherches et les entretiens que j'ai réalisés ont mis en avant ces éléments-là, que j'ai pris en considération, mais que je n'ai pas utilisés comme directeur dans mon analyse, parce qu'il y a d'autres éléments qui m'ont intéressée et que j'ai préféré me concentrer dessus. En analysant le discours d'Hénard sur l'islamophobie sur une période de 14 ans, à partir de rapports, de communiqués de presse, de prises de parole dans les institutions et de publications, je pense qu'il est possible de tirer 3 grandes conclusions. La première de ces conclusions, c'est que l'éthos d'Hénard participe à la légitimation de l'islamophobie en tant que problématique. C'est grâce à son éthos qu'Hénard peut défendre l'islamophobie et être crédible à le faire et donc à rendre cet enjeu légitime. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est que l'éthos ? L'éthos, c'est l'image de soi que qu'une personne qui parle en fait renvoie dans son discours. En étudiant différents supports, j'ai constaté qu'Hénard présente un éthos expert, européen et moral. Concrètement, Hénard, en s'exprimant, se construit une image experte, européenne et morale qui va bénéficier la cause qu'il porte, à savoir l'islamophobie. Je vais développer. En fait, Hénard, je vais développer rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hénard présente un éthos expert parce qu'il est reconnu comme un expert, d'une part, par les institutions, par d'autres experts, mais aussi parce qu'il parle comme un expert. Sur tous ses supports d'expression, il va utiliser un vocabulaire spécifique, un ton neutre, ce qui donne un air d'évidence aux éléments qu'il va présenter, qu'il va agrémenter de statistiques, etc.
son discours va se présenter comme dépolitisé, alors que en fait, l'antiracisme a une forte dimension politique qui parfois est très présente, mais qui là disparaît totalement. En fait, tout ça, ça va venir. Enfin, c'est des caractéristiques qui ont été soulignées par des analystes du discours qui sont intéressés au discours expert, notamment par rapport à tout ce qui venait concerner en fait le discours relatif au néolibéralisme. On a c'est par exemple Corinne Gubin et Roster Custeau qui vont travailler là-dessus, mais on en a plein d'autres qui, par exemple, vont venir nous dire, mais en fait, les organisations internationales, quand elles parlent d'économie, elles mettent le néolibéralisme comme si c'était quelque chose de naturel, alors qu'en fait, ça l'est pas, ça procède d'un choix. Et bien pour l'islamophobie, c'est pareil, on a un choix, c'est pas anodin, et pourtant, quand on utilise ce discours expert, bien on a l'impression que lutter contre l'islamophobie et présenter l'islamophobie comme un racisme, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Ensuite, Hénard présente aussi un ethos européen. Il se présente comme européen, s'exprime comme un européen et s'adresse aux Européens. Quand je dis européen, je parle aux Européens au sens politique du terme, ça veut dire à l'Union européenne et aux pro-européens. Les références à l'Europe sont omniprésentes dans son discours. Il va promouvoir les valeurs européennes, la société européenne. Il va faire l'approche, en gros, il va vraiment faire l'apologie de toute l'approche européenne de manière générale par rapport à la lutte contre le racisme et les discriminations. Et il va donc disposer d'une légitimité en tant qu'acteur européen, déjà pour son propre bénéfice, et il va également légitimer en fait toute l'action de l'Union européenne. Donc ça, c'est super intéressant pour les institutions européennes parce qu'elles n'ont plus qu'à récupérer cela. C'est en fait notre action est légitime parce que Hénard, cet acteur-là, qui est un expert sur ces questions-là, va développer tel point de vue, etc. Et en fait montre que y a des discriminations en Hongrie et des discriminations en France, et bien il faut absolument que l'Union agisse. C'est pas nécessairement faux, mais en fait on voit que il y a une utilité, c'est une utilité pour tout le monde, et c'est ce qui fait que Hénard va être doté d'une légitimité et que l'islamophobie va être dotée d'une légitimité en tant que problématique publique. Enfin, Hénard présente un ethos moral. La légitimité d'Hénard va découler de l'objet même de son action, la lutte contre les discriminations, c'est-à-dire une thématique d'intérêt général. Alors, on avait eu Philippe Juhem, par exemple, qui avait développé toute la notion de discours sans opposant. C'est tous ces discours qui sont des discours qui sont connotés très positivement, en fait, puisque qui irait s'opposer à la lutte contre les discriminations, à l'action humanitaire, à la lutte contre la pauvreté? Personne. Ça n'aurait aucun intérêt, en plus, ce serait se délégitimer soi-même. Et donc, à partir du moment où on est un acteur qui porte ce type de thématique-là et qu'on défend l'islamophobie, c'est tout de suite beaucoup plus difficile de nous attaquer. Finalement, en fait, en adoptant un discours expert, empreint de référence à l'Europe sur une cause considérée comme morale, Hénard confirme sa légitimité à s'exprimer. Et il va augmenter ses chances d'être entendu sur l'islamophobie. Et il ne va pas parler n'importe comment d'islamophobie. Ce qui nous amène à ma deuxième conclusion, c'est que Hénard a opéré un cadrage évolutif de la notion d'islamophobie. Alors qu'est-ce que c'est que le cadrage? Vous connaissez peut-être les travaux d'Erwin Goffman en sciences cognitives, qui ont irrigué beaucoup de travaux sur les cadres, en fait. Mais moi, je me suis intéressée particulièrement à l'héritage, en fait, qui a été fait de Goffman par Robert Entman en communication politique. Alors, d'après lui, le cadrage consiste à sélectionner certains aspects d'une réalité perçue et à les rendre saillants dans un texte à visée communicationnelle, d'une façon visant à promouvoir une définition particulière, une interprétation causale, une évaluation morale et une ou des solutions relatives à l'objet ainsi décrit. En fait, concrètement, un acteur, pour sensibiliser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va communiquer. Pour communiquer, il va sélectionner des aspects, il va montrer que ces aspects-là sont les aspects les plus importants, il va en évacuer d'autres, et en fait, il va simplifier, en quelque sorte, en fait, pour vulgariser ça un petit peu, pour pas que ce soit trop lourd, c'est-à-dire que, en fait, c'est comme si on offrait un kit aux décideurs et à l'opinion publique, globalement, à l'ensemble de toute la société. On va dire que ça va leur permettre de s'approprier tout cela, et c'est en fait un kit dans lequel on va pouvoir piocher, et on va pouvoir ensuite parler soi-même de ces thématiques-là de manière assez simple. Donc pour commencer, comment Hénard définit l'islamophobie? Pour étudier cela, j'ai analysé une définition qui a été donnée en 2015 et j'ai été chercher un petit peu partout pendant les 14 ans pour voir comment les différents éléments avaient évolué. La première partie de la définition qu'Hénard donne de l'islamophobie, c'est que c'est une forme de racisme spécifique. Or, initialement, quand Hénard commence à se positionner sur cette question-là au début des années 2000, déjà il ne définit pas ça. En 2003, il commence à dire que c'est une discrimination religieuse. En 2005, il publie un rapport de la FEMISO en disant que c'est une forme de racisme spécifique. En 2013, il définit ça à nouveau comme cela, et puis en 2015, on voit bien que c'est un élément qui est stabilisé dans son discours. Or, cette progression n'est absolument pas sans incidence. En fait, dire que l'islamophobie est un racisme spécifique, c'est doter le terme d'une force beaucoup plus importante dans l'imaginaire, c'est l'inscrire dans le lexique du racisme, et c'est aussi ouvrir des potentialités plus grandes sur le plan juridique. Pas tout de suite, mais c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on sait très bien l'importance que peut avoir la jurisprudence, et bien tout ça va évoluer et ouvrir des potentialités.
Je disais tout à l'heure, en plus, ENAR est un acteur européen, et puis le cadre légal européen aujourd'hui, il fait une place beaucoup plus grande aux discriminations raciales plutôt qu'aux discriminations religieuses, donc ça a une importance. Ensuite, la deuxième partie de la définition, malheureusement, je n'ai pas prévu de PowerPoint, sinon ça aurait été peut-être bien d'avoir les parties, mais vous allez devoir me faire confiance, comme ça. En fait, la deuxième partie de la définition, elle nous indique que l'islamophobie, c'est une construction sociale, comme tout racisme. Par là, on inscrit l'islamophobie dans la tradition de l'antiracisme, selon laquelle, en fait, les races n'existent pas, mais le racisme existe. On va prendre des caractéristiques, généralement des caractéristiques négatives, que l'on essentialise pour les attribuer à un groupe. On voit tout de suite aussi le rapprochement un peu implicite avec l'antisémitisme. La troisième partie de la définition qui est donnée en 2015 aborde le fait que même les personnes qui ne pratiquent pas l'islam peuvent être victimes d'islamophobie. Alors cette troisième proposition, elle va avoir plusieurs effets. D'abord, elle pointe une réalité, c'est qu'en fait, on a des personnes qui sont non musulmanes qui vont subir des discriminations parce qu'on va les considérer comme musulmanes, déjà. Ensuite, elle indique que c'est moins la dimension religieuse que le processus de racialisation qui va importer dans l'islamophobie telle que considérée par ENAR. Enfin, elle intensifie la nécessité d'agir puisqu'il y a plus de victimes potentielles. Il y a les musulmans qui ne pratiquent pas, et puis il y a les non-musulmans. Donc on voit voilà, ce troisième élément. Et puis la quatrième partie de la définition délimite l'islamophobie par rapport à la critique de l'islam, puisque je cite, « L'islamophobie n'a rien à voir avec la critique de l'islam. L'islam en tant que religion, en tant qu'idéologie, est soumise à la critique comme n'importe quelle idéologie. » En fait, il s'agit là d'une réponse implicite aux oppositions par rapport au terme. Implicite et presque explicite, en fait, aux oppositions par rapport au terme. Or, lorsqu'ENAR propose des illustrations de l'islamophobie dans ses rapports, la délimitation de cette thématique constitue un spectre large. Et parfois, les manifestations d'islamophobie viennent se brouiller avec les causes d'islamophobie. Le réseau va révéler les violences physiques ou verbales à l'encontre des personnes musulmanes ou supposées telles, en allant des agressions physiques aux vandalisations des mosquées et d'écoles musulmanes. Dans le discours du réseau, l'islamophobie se traduit également par des discriminations d'ordre économique et social, incorporant la question du voile, celle des accommodements raisonnables. On le retrouve sur le plan de l'accroissement des mesures sécuritaires, dans les discours politiques, dans les médias. Voilà ce qui vaut pour la définition. Donc on voit qu'il y a plein de choses qui vont rentrer dedans et qui, en fait, on voit bien une des critiques, par exemple, qui a été formulée par Mossen, c'était de dire qu'on va dire que tout un tas de manifestations qui sont extrêmement diverses, on va les mêler à un seul et même noyau idéologique, c'est-à-dire la haine de l'islam. Alors que parfois, ça n'a absolument aucun rapport. Il y a des fois où ça en a, mais des fois pas du tout. Donc voilà ce qui valait pour la définition. S'agissant des causes que le réseau, je vais aller vite, je vais simplement vous dire qu'en fait ENAR pointe deux principaux responsables, que sont les discours médiatiques et politiques qui viennent diffuser une image négative avec un élément aggravant qui est la crise économique. Et puis si on s'intéresse aux solutions proposées, en fait ENAR propose assez logiquement de reconnaître l'islamophobie déjà, et puis en plus de cela, ENAR va vraiment encourager à reconnaître la société civile européenne, à reconnaître l'importance des acteurs de la société civile. Or, qu'est-ce que c'est qu'ENAR? Un acteur de la société civile. Et dans tout cela, j'évoquais tout à l'heure la conflictualité. Où est-ce qu'elle se trouve, cette conflictualité qui est présente, en fait? Qu'est-ce que fait le réseau de toutes les oppositions qui existent à l'encontre de ce concept controversé? Sachant qu'ENAR cherche à construire du consensus, les aspects conflictuels, en fait, sont généralement écartés, évacués. Toutefois, dans un texte, une tribune qui est publiée par Michael Privot, la conflictualité est abordée. Il s'agit de la troisième conclusion de l'analyse que je vous propose. Le réseau dispose d'un argumentaire en situation conflictuelle qui finalement invite à dépasser l'enjeu de l'islamophobie. Alors sans développer tous les aspects de cette micro-analyse parce qu'on n'aurait pas le temps, je vais vous proposer quelques-uns des arguments présentés dans le cadre de cette tribune. Le premier argument est que l'islamophobie est une forme de racisme et qu'en tant que telle, elle doit être combattue. En fait, à ceux qui opposent au réseau le fait qu'un acteur antiraciste ne doit pas se positionner sur les discriminations religieuses au risque d'ethniciser certaines populations, Michael Privot, qui a publié cette tribune en 2013, répond que l'antiracisme doit évoluer avec le racisme pour le combattre sous ses formes contemporaines. Il parle d'image d'Épinal de l'antiracisme. Il s'appuie sur les propos d'une présidente d'université pour justifier la nécessité de reconnaître l'islamophobie et d'agir contre elle. Il avance l'ampleur mondiale de l'islamophobie et le fait qu'elle touche des personnes non musulmanes avec des conséquences parfois mortelles. En fait, le seul exemple qu'il va donner, c'est une agression d'un sikh aux États-Unis qui est mort de l'islamophobie et dit oui, l'islamophobie tue.
enfin, c'est un peu étrange parce que pourquoi pas prendre simplement des exemples de l'islamophobie. Bon, c'est un exemple choc en fait, bon, c'est normal, c'est une tribune, l'exercice le veut, mais voilà, c'est un peu étrange d'avancer cela. En plus de ça, il insiste sur l'injustice subie par les femmes qui, malgré leur diplôme, ne pourront pas trouver d'emploi sans enlever leur voile pour celles qui souhaitent le porter. Il utilise dans ce cadre l'expression « doit-on s'accommoder d'une génération perdue ?» pour souligner cette injustice collective et le coût des discriminations pour l'ensemble de la société. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les argumentaires par rapport aux controverses d'égalité. Le deuxième argument est que l'islamophobie est niée en partie pour maintenir un système discriminatoire dont la laïcité, telle qu'appliquée, est une illustration. En fait, tout au long de son argumentation, le locuteur, qui est Michael Privot, déconstruit les arguments de son adversaire. Ceux qui s'opposent au concept d'islamophobie, ceux qui défendent l'interdiction du voile dans le service public et à l'école. Il se positionne ainsi comme l'expert face aux profanes, celui qui dévoile la réalité par rapport à ceux qui la déforment ou à ceux qui l'ignorent. C'est ce que Uli Windisch appelle stratégie de démasquage. En fait, en dévoilant les non-dits d'un discours adverse, ce qu'on fait, c'est qu'on va valoriser son propre discours et le doter d'une plus grande force. Je vais vous donner 2 exemples. Je vais citer. Il est évident que la question de l'islamophobie pose un véritable problème à celles et ceux qu'elle empêche d'articuler en paix un modèle de laïcité de combat qui prétend faire tabula rasa de tout symbole religieux dans la sphère publique dans un but émancipateur. Qu'est-ce qu'on observe ici ? De l'ironie, puis surtout une accusation. La négation de l'islamophobie pour servir un intérêt illégitime, à savoir une conception agressive de la laïcité. L'adversaire, pour défendre un modèle de laïcité, nie l'islamophobie et refuse de voir ses torts, portant préjudice à toute une partie de la population, présentée comme plus vulnérable d'ailleurs, parce qu'on a un accent qui est mis très souvent sur les femmes. Un deuxième exemple, pour continuer sur la laïcité, je vais citer à nouveau, et la faille du raisonnement des opposants à la visibilité du religieux en général et de l'islam en particulier, et de refuser de voir, de prendre en compte et de tirer les conséquences nécessaires du fait que la neutralité en Belgique comme en France n'est pas neutre historiquement. Encore une fois, l'adversaire est pointé comme celui qui nie les inégalités existantes et présentes dans notre système. Le locuteur dénonce une laïcité de combat, portée par des adeptes, par des partisans. Il retourne ainsi les accusations qui pourraient être portées contre lui, en fait. Et dans d'autres extraits, il aborde la souffrance des individus que son adversaire ignore et que lui prend en considération, tout comme les textes internationaux que lui respecte et que finalement, bon, il ne dit pas que son adversaire les bafoue, mais il dit « moi je les respecte », implicitement c'est « vous les bafouez ». Enfin, le troisième grand argument est la nécessité de changement qui se heurte d'une part à celles et ceux qui le refusent par mauvaise foi, mais aussi à celles et ceux qui en fait l'écartent vraiment par peur, c'est-à-dire la société en général. Or, le changement est présenté dans ce texte comme inévitable, nécessaire, pour éviter que le système ne s'effondre, instable, car certes légal, mais injuste et donc illégitime. Il faut donc, selon lui, évoluer, renouveler l'antiracisme, réformer la laïcité. Pour conclure, je vais citer Michel Foucault. Le discours n'est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s'emparer. Hénard a contribué à légitimer la thématique de l'islamophobie au sein de l'Union européenne. S'il est important, primordial que nous prenions conscience des discriminations en général et que nous les dénoncions sans tomber dans une logique binaire, il semble dangereux que l'islamophobie devienne un élément structurant dans les débats, car dans les faits, il pose le risque de faire autrement advenir la dichotomie entre un « eux » et un « nous » qu'il devait permettre de neutraliser. Voilà.